Bonsoir, bienvenue à Café Noir, l'émission d'Avatar Édition qui porte pour vous un autre regard sur le monde. Ce soir, avec Pierre Levigan, journaliste et essayiste, et Robert Stokers, auteur de la trilogie Europa et analyste de géopolitique, nous avons intitulé notre tour de table 1979, l'année charnière. Une année assez spéciale, 1979. Nous étions tous un peu plus jeunes et certains de nous faisaient encore de la politique. Non, mais on ne s'est jamais attardé sur cette année. Et on vient de découvrir, grâce à un auteur allemand, Frank Bosch, qui a fait un livre sur cette année. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, je peux même en dire beaucoup parce que c'est un livre relativement épais, le voici. C'est un ouvrage qui n'a pas été traduit, comme tu viens de le dire, et qui porte essentiellement sur les événements qui se sont succédés pendant l'année 1979, qui est, comme tu l'as dit lors de notre conversation qui a précédé cette émission, est une année charnière. On a souvent dit que dans l'histoire européenne récente, dans l'histoire européenne contemporaine, les années charnières ont été 1945, bien sûr, avec la défaite générale de l'Europe, suivie d'une période assez noire qui est explorée par bon nombre d'historiens anglo-saxons à l'heure actuelle, une période noire qui va durer jusqu'en 1951-1952, une période où l'Europe doit se relever de ses ruines avant de démarrer, bien entendu, une espèce de renouveau économique qui va conduire à la création en 1957 du marché commun. Il y a aussi une autre date charnière qui est souvent évoquée, y compris et surtout dans notre mouvance, c'est 1968. Bien sûr, parce que c'est là le premier assaut sur les institutions traditionnelles des pays européens, sur cette renaissance économique qui a animé dans les années, à la fin des années 50 et pendant toutes les années 60, à la fois la France et l'Allemagne. C'est donc ces deux pays qui vont être principalement visés par ce qu'on appelle désormais, depuis très récemment, une première expérience de révolution orange, mai 68, pour vider De Gaulle du pouvoir, qui avait complètement changé sa politique et avait quitté l'OTAN. Alors, il y a l'année dont nous allons parler, nous allons voir qu'elle est bien plus cruciale pour l'Europe et pour le monde que 1968, par exemple, et aussi que 1989. En 1989, quand il y a la chute du rideau de fer et du mur de Berlin, c'est un événement, beaucoup ont cru à une renaissance de notre continent, ce qui n'a pas été le cas. Et tous nos espoirs ont été déçus pendant les années 90, où a commencé évidemment par les événements de Yougoslavie. En fait, Robert, en fait, si j'ai bien compris, la chute du mur de Berlin de 1989 a son origine directe dans cette année de 1979, cette année charnière. Nous allons le voir parce que ça, il s'agit bien entendu, mais je vais procéder chronologiquement pour voir pour les événements qui se sont déroulés, qui se sont enchaînés, parce que cet enchaînement est assez important. Mais pour répondre plus directement et très succinctement à ta question, l'événement de 1989 viendra évidemment à pour point de départ la visite de Jean-Paul II à la Pologne dans le courant avril ou mai de l'année 1979. Nous y revenons. Mais il est nécessaire de procéder chronologiquement pour montrer la succession assez rapide des événements dont les répercussions et toutes les répercussions des événements de 79 se font encore sentir aujourd'hui et ils sont même considérablement amplifiés à l'heure actuelle de nos jours. Donc, toute méthode pour juger notre époque, pour juger la France de Macron, l'Allemagne de Merkel, les phénomènes qui animent la scène intellectuelle et la scène politique en Europe, il est absolument nécessaire de procéder, selon nos méthodes, à une généalogie ou à une archéologie. Donc, cette généalogie commence, et je vais utiliser là la succession chronologique que Bosch met d'ailleurs à la fin de son bouquin. Il fait une chronologie qui est parfaite parce que avec cette chronologie, on peut se référer aux autres chapitres du livre et ça commence le 22
entre le 22 et le 26 janvier 1979, où les services américains téléguident évidemment leur soft power cinématographique et lancent la fameuse série Holocaust, qui va connaître une diffusion mondiale, traduite en toutes les langues, absolument, et qui va enclencher un processus de révision générale et permanente de l'histoire, et qui est effectivement l'ancêtre de ce que nous apercevons aujourd'hui, le Black Lives Matter et la cancel culture, qui est en train de frapper absolument tous les pays de l'américanosphère ou de l'Occident. C'est ce qu'on appelait à l'époque le politiquement correct. Le politiquement correct, la définition nous vient d'un Australien qui a écrit un petit ouvrage qui est passé, qui est oublié, mais c'est cet Australien qui a dénoncé le politiquement correct quand on a commencé à vouloir manipuler les contes de fées ou les productions de Disney pour gommer les aspérités putatives de tous ces contes. Mais pour le politiquement correct et le cancel culture, eh bien, nous avons comme noyau dur, c'est qu'on va porter une critique à toutes les constitutions politiques, à tous les États qui sont relativement stables et forts, pas nécessairement forts au sens totalitaire du terme, mais forts dans leur stabilité et dans l'excellence de leurs institutions, vont être criminalisés. Et là, il y aura aussi deux œuvres majeures qui vont paraître à peu près à la même époque. C'est celle de Glucksmann, Les maîtres penseurs. Donc tous les maîtres penseurs de la politique, à l'époque, c'était évidemment Aristote, Platon, Marx et Hegel, qui vont être considérés comme les pères de toutes les formes de totalitarisme. Et cette idée que Glucksmann véhicule dans son petit bouquin tout public, eh bien effectivement des deux gros volumes de Karl Popper, The Open Society and Its Enemies. Donc la société ouverte et ses ennemis, qui vont créer le filon poppérien, qui est celui qui anime les activités de George Soros aujourd'hui. Alors, en revanche, il y a un autre concept qui a été utilisé par un auteur néerlandais qui s'appelle Luc van Middelaar, et qui montre que la scène intellectuelle française, à partir de Sartre, avec tout le complexe du sartrisme dont va se réclamer Bernard-Henri Lévy d'ailleurs, va participer au politicide. Et le politicide, évidemment, était la démolition systématique de la France gaulienne, qui va donner à l'heure actuelle tout le phénomène Zemmour à cause de son bouquin « Le suicide français ». Parce que là, les deux sont concomitants. Alors, je reprends la chronologie. Le 29 janvier, 3 jours après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Deng Xiaoping, le nouveau leader chinois, se rend en visite officielle aux États-Unis. Et il déclare que la Chine s'ouvre désormais à l'économie de marché. Alors, on voit ce que ça a donné. En 40 ans, la Chine est devenue la puissance économique numéro 1 sur le continent eurasiatique. Et Deng joue très bien son jeu quand il est aux États-Unis. Et même le numéro 1 dans le monde. Hein. Chinois, plein d'humilité face à la grandiose machine économique américaine. Et donc là, les Américains n'ont rien compris à la mentalité chinoise qui s'est introduite et a réussi à faire de la Chine l'atelier du monde. Bon, ça c'est un thème en soi, mais il faut savoir que l'émergence de la Chine telle que nous la connaissons aujourd'hui démarre le 29 janvier 1979 par la visite de Deng Xiaoping aux États-Unis. Or, il faut aussi savoir... C'est-à-dire seulement 3 ans après la mort de Mao Zedong. Quelques années aussi après les accords Nixon-Mao, de 72. C'est l'œuvre de Kissinger, mais je reviens là-dessus. Alors, nous sommes quelques jours après, 3-4 jours après, le 1er février, que se passe-t-il? C'est le retour de Khomeini en Iran.
à Exact. Téhéran. Il débarque à Téhéran d'un avion qui le ramène de Naufle-le-Château. À son bord, il y a un journaliste que j'aimerais parler de son œuvre aussi dans un prochain Café Noir. C'est Scholl Latour, qui est d'origine lorraine et sarroise, et qui a été légionnaire et qui a bourlingué à travers le monde quasiment jusqu'à ses 85 ans, et qui a laissé une œuvre monumentale, et qui était présent dans l'avion avec Khomeini quand celui-ci revenait de Naufle-le-Château. Alors, qu'est-ce que l'avènement de Khomeini en Iran? Eh bien, c'est le retour totalement inattendu de la religion dans la politique d'un grand pays et dans la politique internationale. Donc, c'était quelque chose qui était mais totalement impensable dans les années 70 ou dans les années 60, où les pays dont la population était majoritairement musulmane, eh bien, qu'est-ce qui se passait? On créait des États militaires selon un modèle que je qualifierais d'équiritaire, bien sûr, et c'était le cas en Algérie, en Irak, en Syrie et dans d'autres pays. Bon, alors, ce retour à la religion introduit l'idée de fondamentalisme dont on parle encore aujourd'hui, et va se créer, bien sûr, autour de l'Iran, un fondamentalisme chiite, auquel l'Arabie saoudite va répondre par un fondamentalisme sunnite, surtout après un autre événement de 79, c'est-à-dire l'intervention soviétique dont je parlerai tout à l'heure, l'intervention soviétique en Afghanistan. Et alors, de cela va résulter quelque chose qui est en train de se calmer maintenant, au cours de ces dernières semaines, je ne dirais même pas de ces derniers mois, mais c'est la rivalité entre l'Iran et l'Arabie saoudite qui n'existait pas du temps du Shah. Voilà, mais le fondamentalisme et le retour à la religion n'est pas exclusivement un phénomène dans les pays musulmans. Nous assistons parallèlement, et nous allons y revenir aussi, à un renouveau du catholicisme autour de la figure charismatique du pape Jean-Paul II, ce qui va faire que un esprit qui nous a quittés, qui était Guillaume Fay, va parler de l'alliance rigano-papiste dans quelque temps, et c'était cette intervention de Jean-Paul II dans la politique des pays de l'Est. Mais il y a aussi un autre phénomène qui, lui, est beaucoup plus problématique pour nous, Européens, c'est aussi l'émergence d'un fondamentalisme protestant, des téléprédicateurs aux États-Unis qui vont porter Reagan au pouvoir dans les élections de novembre 1980 et suivi son accession à la présidence en janvier 81. Alors voilà, nous sautons quelques semaines, les 17 et 18 mars 1979, que se passe-t-il en Allemagne? Quelque chose qui est absolument nouveau à l'époque, mais qui aujourd'hui a des répercussions absolument étonnantes, c'est la constitution des premières listes vertes écologistes en Allemagne pour les élections européennes qui doivent avoir lieu en mai-juin. Avec l'arrivée concomitante, enfin, ou quelque temps après, l'arrivée des premiers députés verts dans les Landtag, donc dans les diètes régionales des Länder constitutifs de la République fédérale. Alors, que dire? Les Verts, au départ, il y a effectivement toutes sortes de cénacles, d'associations qui vont converger vers ce parti, y compris des associations conservatrices qui vont être rapidement éliminées, tout simplement parce que les associations d'extrême gauche ou de gauche contestatrice, de gauche non inféodée au Parti communiste ou aux socialistes ou à l'aile gauche des socialistes, une espèce de gauche contestatrice et extra-parlementaire, vont être mieux organisées et vont prendre le pouvoir au sein de la mouvance écologiste en gestation, avec un autre phénomène qui est très important, parce qu'il va y avoir, à partir de ces positions qui sont d'extrême gauche, on va voir cette extrême gauche évoluer vers un atlantisme.
Et aujourd'hui, bien sûr, la candidate chancelière qui semble avoir le vent en poupe et qui est poussée par les médias, Annalena Baerbock, opte pour une politique totalement atlantiste, pour une inféodation totale à l'OTAN et même pour une suppression des gazoducs qui amènent le gaz à l'industrie allemande depuis la Russie. Alors, c'est pas nouveau, puisque déjà Fischer, qui avait soutenu Khomeini, au moment où les Américains le soutenaient, va voter les crédits de guerre et va autoriser l'armée allemande à intervenir en Yougoslavie et à la Luftwaffe de participer au bombardement des villes serbes. Donc voilà, ce que dit Buck, et c'est ça qui est à mon avis la thèse centrale et la plus intéressante de son bouquin, c'est que l'émergence des Verts se fait parallèlement à l'émergence d'un néoconservatisme d'abord intellectuel et métapolitique aux États-Unis qui va donner la victoire à Reagan quelques mois plus tard, où ce néoconservatisme, c'est la conjonction, la fusion. Il y a beaucoup de fusions dans l'histoire politique des États-Unis. Il faudrait en reparler. Fusion de libertaires et de conservateurs, de libertaires et de sociaux-démocrates au sein du Parti démocrate, etc. Ici, il s'agit de la fusion des fondamentalistes protestants et des anciens trotskistes qui vont articuler évidemment cet ensemble pour porter Reagan au pouvoir, et nous allons voir pourquoi après. Et alors, parallèlement, donc nous avons en parallèle les Verts, les néoconservateurs et puis les néolibéraux qui vont prendre leur envol quelques mois plus tard aussi en 1979 par l'accession de Thatcher au poste de Premier ministre au Royaume-Uni. Alors, elle va greffer son idéologie néolibérale sur le vieux conservatisme britannique, alors que l'idéologie de Thatcher n'est en rien conservatrice. Les conservateurs britanniques entendaient tout de même maintenir les communautés constitutives des sociétés dans les composantes diverses du Royaume-Uni, l'Écosse, l'Angleterre centrale, les communautés, the community était un terme absolument important, même dans la gauche et au sein du monde ouvrier, et surtout chez les mineurs, les grèves de mineurs qu'elle va casser impitoyablement d'ailleurs. Et alors, son idée revient évidemment au grand galop dans la France d'aujourd'hui, son idée c'était « There is nothing like society ». There is not such a thing as society. Il n'existe pas de société, et c'est le titre que reprenait il y a 2 ans Christophe Guilly dans son livre No Society, qui dressait le bilan de la société duale, la France d'en haut, la France d'en bas, qui va émerger suite à l'adoption irréfléchie des recettes néolibérales dans une France qui au départ était gaulienne. Évidemment, nous avons cette émergence des Verts dans le paysage politique allemand, et il va y avoir petit à petit, dans une évolution que je dirais plutôt une involution, des Verts vers l'atlantisme, et ce qui explique notamment le copinage entre Verhofstadt, qui avait dirigé le gouvernement arc-en-ciel en Belgique, et son ami Cohn-Bendit. Ils ont même, je crois, écrit un pamphlet ensemble pour soutenir l'Union européenne et l'institution du Parlement européen, qui va naître également en 1979. Mais arrêtons là, parce que 10 jours plus tard, le 28 mars, que se passe-t-il? Eh bien, il y a un incident et une panne qui crée la panique aux États-Unis, une panne de la centrale nucléaire de 3 Mile Island, tout près de Harrisburg, et qui va booster la mouvance écologique. Donc, à peine 10 jours après cette panne à 3 Mile Island, c'est 10 jours après, il y a cette panne le 28 mars. 3 jours plus tard, le 31 mars, eh bien, s'organise par les Verts, qui sont mais vraiment à leur premier balbutiement, une gigantesque manifestation à Hanovre pour protester contre l'ouverture d'une nouvelle centrale nucléaire qui doit donner à l'Allemagne une certaine indépendance énergétique, la centrale de Gorleben. Et qu'est-ce que c'est? C'est une manifestation
contre l'énergie autoproduite en Europe, qui va aussi avoir pour parallèle les événements d'Iran, puisque les événements d'Iran vont faire en sorte que l'Europe va perdre là un de ses principaux clients et un de ses principaux fournisseurs d'énergie, et aussi un pays avec lequel l'Europe avait des accords atomiques, les accords atomiques avec l'Iran. C'est ça qui a été détruit chez le Shah, et c'est ça qu'on veut détruire dans la République islamique également. Peu importe le régime qui règne à Téhéran, ce qu'il faut empêcher, c'est que l'Iran, fort de ses recettes pétrolières, ne se dote en plus et en sus d'une énergie nucléaire qui pourrait créer toute une série de coopérations. Le Shah n'avait pas seulement signé avec les Français, avec les Allemands, mais aussi avec Brejnev. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, bon, comme je dis, l'Iran est un sujet à part qu'il faudrait traiter uniquement. Nous arrivons au 4 mai 1979. Thatcher est élue Premier ministre du Royaume-Uni et elle va inaugurer, et là je vais résumer très fort, l'ère néolibérale qui va s'étendre de 79 justement jusqu'à la crise de 2008. Et de 2008 à aujourd'hui, eh bien c'est le système qui a voulu se baser sur l'idéologie néolibérale qui est en train de survivre et de colmater les brèches et d'essayer de réparer, tout en restant têtu et entêté. Il voudra réparer les dégâts qu'il a lui-même engendrés. Et l'avènement de Macron en 2017, eh bien c'est ça, c'est vouloir perpétuer le néolibéralisme en dépit de l'échec cuisant qu'il connaît depuis les crises bancaires de 2018. Alors, avec Thatcher, qu'est-ce qu'on parle? Mais oui, l'extrême gauche et la cancel culture, elle est déconstructiviste, au nom de la French Theory, de la pensée de Derrida, qui parlait de déconstruction. Mais à l'époque de Thatcher, elle ne va pas utiliser le terme déconstruction, on va parler du détricotage de l'architecture économique du Royaume-Uni. Donc, déconstruction, détricotage, c'est la même chose. Et en France, on va assister, dès l'avènement de Pompidou, à une déconstruction de l'État tel que la France l'avait toujours conçu. Et en Allemagne, Sarrazin, Thilo Sarrazin, va également, dans son fameux livre qui sera vendu à des millions d'exemplaires, la Deutschlandschaft sich ab, donc l'Allemagne se détruit elle-même, se déconstruit elle-même, et il va prouver aussi, il va faire la généalogie, comme Zemmour le fera pour la France, il va faire la généalogie de ce désastre progressif qui aura commencé certainement en 1969 de manière plus discrète, mais à coup sûr à partir de l'avènement de Thatcher, qui va séduire les démocrates chrétiens, les Chiraciens aussi. Bon, on va voir le RPR avoir sa tentation néolibérale, qui sera corroborée par le soutien que lui apportera le Figaro Magazine à la même époque, puisque Louis Poels va opter pour cette carte. Et aussi chez les socialistes et en Belgique, on va dire, oui, mais vous permettez à des sociétés privées de racheter des parts des chemins de fer belges ou de la Poste. Alors le socialiste Di Rupo va répondre « Non, c'est pas une déconstruction, c'est une consolidation. » Ah oui, bon, c'est une consolidation, on a vu ce que ça a donné. Je pense que en France, même le Front National à l'époque avait fait un virage réganien d'ailleurs. Oui, c'est ça. Il y a un petit bouquin sur l'économie de Jean-Marie Le Pen que j'avais critiqué en son temps. Exact. Et alors, je m'étais fait appeler Arthur, évidemment. Mais il est évident que Jean-Marie Le Pen est revenu de cet ouvrage qui est aujourd'hui oublié. Mais effectivement, l'ambiguïté était très nette, et j'avais écrit un article qui avait suscité une levée de bouclier qui s'appelait « Il faut instruire le procès des droits ». Pourquoi? Parce que justement, elles adhéraient à toutes les nouvelles modes néoconservatrices et néolibérales
tandis que la gauche optait pour Bernard-Henri Lévy, etc., créant une fausse alternative, une fausse dichotomie dans le paysage politique. Oui, la droite de Thatcher, en fait, a radicalisé l'individualisme qui est à la racine du libéralisme, mais l'a radicalisé pour détruire l'État-providence que les travaillistes britanniques avaient instauré depuis 1945, en gros, hein, et qui s'est poursuivi jusqu'à Harold Wilson dans les années 64-70. Et c'est en quelque sorte une contre-révolution par rapport à l'État-providence, et une radicalisation de l'individualisme consistant finalement à devenir strictement le contraire du conservatisme. C'est à partir de ce moment-là, à partir du moment Thatcher et Reagan, qu'on se rend bien compte que le libéralisme qui se dit parfois conservateur est en fait l'exact contraire du conservatisme, puisque pour être vraiment libéral, pour créer une économie réellement hyper-capitaliste et turbo-capitaliste, eh bien, il faut détruire tout ce qu'il reste encore des communautés traditionnelles dans les sociétés européennes pour les individualiser à outrance, d'où la formule de Thatcher, il n'y a pas de société, sous-entendu, il n'existe qu'une chose, c'est des individus seuls et sans lien. Donc c'est en fait une révolution économique qui devient une révolution anthropologique. Qui est le total contraire de la vision sociale des conservatismes du 19e siècle, que ce soit chez Louis Bonnal ou que ce soit chez les Sozialkonservativen en Allemagne, chez Adam, etc., toute une série d'auteurs que je ne vais pas énumérer ici, au 19e siècle, qui ont créé, évidemment, non pas l'État-providence, mais l'État social, l'État protecteur de Bismarck, après la proclamation de l'Empire en 1871. Mais un mois après l'avènement de Thatcher, entre le 2 et le 10 juin 1979, Jean-Paul II, le pape, se rend en Pologne et crée, peut-être à juste titre là, une fissure dans le bloc de l'Est qui va déboucher 10 ans après sur la chute du mur de Berlin et la disparition du rideau de fer. Alors, bon, là, je dirais que dans la Pologne des années 80, la contestation, comme celle de Solzhenitsyn, reposait sur des valeurs réellement conservatrices ou des valeurs que je préférerais appeler ici de cimentantes. Mais derrière, évidemment, cette volonté des peuples d'Europe de l'Est de se dégager du système communiste et soviétique, se profilait évidemment autre chose, mais c'est un sujet en soi. Un mois après la visite de Jean-Paul II à son pays, à la Pologne, que se passe-t-il? Eh bien, démarre le 6 juillet et va s'étendre jusque quasiment à la fin du mois d'août 1979, toute l'orchestration de la propagande sur les boat people qui va inaugurer l'ère des réfugiés et l'ère volonté de mixage des populations sur la planète entière. Bon, bien entendu, l'histoire des boat people en 1979 peut paraître totalement anecdotique, bien sûr, par rapport à ce qui s'est passé en 2015 avec l'afflux de près d'1 million de réfugiés en République fédérale allemande, avec ce qui se passe à Lampedusa et en Italie, dans les Balkans et en France, et maintenant à Ceuta et à Melilla. Pour les plus jeunes, précisons pour les plus jeunes, les boat people étaient surtout des Vietnamiens. Oui, c'est suite évidemment à la guerre du Vietnam et à la guerre du Cambodge que, bien sûr, des milliers de gens qui avaient parié sur les Américains ou aussi des Chinois résidant au Vietnam et qui soutenaient, bien sûr, le Kuomintang nationaliste qui était toujours au pouvoir à Taïwan et qui avait été vidé de la Chine continentale,
lors de la victoire de Mao en 1949. Mais voilà, donc que se passe-t-il? Pour la France, les boat people, on peut dire donc que c'est anecdotique par rapport à ce qui s'est passé en 2015, mais en France, sur cette affaire des boat people vietnamiens, va se greffer l'émergence de ce qu'on va appeler la nouvelle philosophie. Parce qu'on voit bien qu'en France, on ne peut pas adopter tel quel le néoconservatisme américain, puisqu'il n'y a pas de fondamentalisme protestant, et on ne peut pas, dans un pays continental qui est quand même moins libéral, en quelque sorte, on ne peut pas transposer le thatcherisme. Donc on va créer la nouvelle philosophie sur un niveau métapolitique. Alors Glucksmann va organiser la réconciliation, la rencontre entre Raymond Aron et Jean-Paul Sartre. Et à ce moment-là, dans le sillage de cette réconciliation de la droite aronienne, gaulienne aronienne et de la gauche sartrienne, Bernard-Henri Lévy va sortir son fameux bouquin « Le Testament de Dieu », donc qui va être évidemment une sorte de mix entre un fondamentalisme religieux, cette fois israélite, une cancel culture parce que ce fondamentalisme implicite dans le Testament de Dieu va se diriger contre la culture classique gréco-romaine, qui est dominante et qui constitue encore vaille que vaille le modèle dans les systèmes d'enseignement européens. Oui, une question, c'est que alors, c'est ce mouvement de Bernard-Henri Lévy et de Raphaël Glucksmann a aussi le père. Du père, oui, d'André Glucksmann, oui, a aussi comme caractéristique de critiquer la responsabilité de la France dans l'émergence du fascisme en s'appuyant sur les travaux de Ziv Sternel. Et l'un des axes de l'argumentation de Bernard-Henri Lévy, c'est quand même d'expliquer que finalement la vraie patrie du fascisme, c'est la France, que donc nous sommes responsables et coupables de ce phénomène européen, dont le point extrême est le national-socialisme allemand. Et donc déjà, c'est une façon de culpabiliser nos nations. Et c'est aussi une critique radicale de toutes les philosophies de l'histoire, de tout le réalisme politique. C'est dans l'idéologie française qu'un panorama va être imposé dans la presse, un panorama qui va du fascisme pur et dur, je dirais même d'un Doriot ou d'un Déa, jusqu'à le personnalisme chrétien de Mounier, qui pourtant n'avait rien de fasciste, et aussi certains aspects du gaullisme qui reprend bien entendu des ingrédients des années 30, notamment sur le plan du planisme. Il faut savoir que André Philippe, qui se trouvait à Alger pendant la Seconde Guerre mondiale et qui soutenait De Gaulle, était un disciple d'Henri de Man, qui va être critiqué à la fois par Z.F. Sternel et je crois que Bernard-Henri Lévy abordera vaille que vaille ou vaguement la grande influence d'Henri de Man sur les mutations du socialisme dans les années 30. Donc nous avons encore un parallèle avec le néolibéralisme, ce que je souligne d'ailleurs dans la petite brochure que j'avais fait paraître à l'époque et qui vient d'être rééditée par les éditions du Lord, c'est la généalogie du fascisme français. Je n'ai pas voulu faire une espèce de travail d'historien. J'ai voulu montrer aussi, et précisément, Pierre, que cette critique de la nouvelle philosophie, et plus particulièrement de Lévy, quand il parle d'idéologie française, et j'avais mis ça en parallèle avec le néolibéralisme émergent, en disant que, de ce fait, on critiquait absolument toutes les politiques qui pouvaient restaurer l'importance de l'État dans la gestion, la surveillance et l'encadrement de l'économie. Alors, voilà, continuons et nous arrivons à la fin de l'année.
Le 4 novembre, donc on a un petit peu plus tard, le 4 novembre 1979, coup de théâtre, les Pasadaran de la Révolution, parmi lesquels il y avait Mahmoud Ahmadinejad, le futur leader iranien, prennent en otage à peu près 400 diplomates ou conseillers américains qui se trouvaient dans l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Alors là, que va-t-il se passer? Les États-Unis vont répliquer en créant de toutes pièces la guerre Iran-Irak qui va être atroce et qui va durer 8 ans. Et il s'agit aussi, en fait, ce coup des Pasadaran contre l'ambassade des États-Unis constitue une rupture, parce que comme tu l'as dit, Gilbert, évidemment, les gauches, dont le Toudé communiste iranien, avaient soutenu la révolution khoméiniste, et pas la révolution communiste, mais la révolution khoméiniste, et Joschka Fischer en Allemagne avait soutenu lui aussi la prise du pouvoir par Khomeini, mais les Américains, au début, les Américains et les conseillers de l'ambassade des États-Unis étaient en faveur de la révolution islamique, de même les Britanniques, pour se venger évidemment des nationalisations du pétrole qui avaient eu lieu en Iran, donc pas tout à fait, mais aussi Israël vendait les armes vendait des armes anti-émeutes et puis a continué à vendre des armes tout au début avait refusé de vendre des armes pour le maintien de l'ordre au Shah. Et puis après, donc que va-t-il se passer? Là, je conseille évidemment de lire, tout en ayant évidemment un recul critique, de lire les livres de Houchang Nahavandi, qui fut le dernier ministre de l'éducation dans le gouvernement du Shah, de même que sa fille, qui dresse dans un bouquin assez important un tableau de toutes les gauches iraniennes et des avatars qu'elles vont connaître après leur éviction par les Pasadaran suite à la prise des otages dans l'ambassade des États-Unis. Sa fille était professeure ici à Bruxelles et s'appelait Firouzeh Nahavandi. Enfin, elle s'appelle toujours Firouzeh Nahavandi et a écrit un certain nombre d'ouvrages sur l'Iran. Et je conseille aussi ceux de Bernard Ourcade, un iranologue français, de même que ceux de Frichy-Ladeville, qui sont absolument intéressants. Donc on termine ici l'année, puisque nous sommes maintenant le 12 décembre, un mois plus tard. Qu'est-ce qui tombe? Quelque chose qui est encore parfaitement actuel et qui s'appelait autrement et qu'on a oublié. C'était un événement qui nous est passé au-dessus de la tête. C'était la double décision de l'OTAN. Donc ce que les Allemands appelaient la Doppelte des NATO Doppelbeschluss. Donc la double décision de l'OTAN qui, en Occident, dans les pays, en Belgique, en France, en Italie, en Espagne, ça nous est passé par-dessus la tête. Mais les Allemands, évidemment, quand on déclare dans cette double décision de l'OTAN qu'on va déployer des missiles sur le territoire de la République fédérale et que les autres déploient des missiles sur le territoire de la RDA, que risque-t-on d'avoir le pays complètement vitrifié en cas de conflit? Donc, la deuxième décision de l'OTAN était de procéder à un réarmement. Et quand on décide, en tant qu'OTAN, de mettre un terme, de recommencer un processus de réarmement, eh bien, cela signifie tout simplement, la fin de la coexistence pacifique, qui était le leitmotiv des années 60, 70 et 70. Donc, cela enclenche immédiatement le mouvement pacifiste allemand que vont soutenir les Verts, mais sans créer véritablement une modification du statu quo. Mais à l'intérieur de ce mouvement pacifiste renaît aussi le mouvement neutraliste, qui lui était tout à fait normal, prévoyait une défense territoriale sur le mode suisse et yougoslave du territoire de la RDA, et le neutralisme avait un tropisme russe que l'AfD ressuscite maintenant dans la campagne électorale que nous connaissons aujourd'hui, puisque Alice Weidel, la chef de l'AfD,
a déclaré qu'elle souhaitait une Allemagne qui sorte de l'Union européenne. Donc il n'y a pas que les souverainistes français, il n'y a pas que le camarade Rougeron qui dit ça. Donc Alice Weidel dit exactement la même chose, mais avec évidemment en contrepartie une coopération germano-russe accentuée, surtout pour raisons énergétiques, puisque l'Allemagne ne fonctionne quasiment ou ne fonctionnera ou ne peut se développer qu'avec le gaz de l'Arctique que les Russes fournissent par le Nord Stream 2, donc le gazoduc qui traverse la Baltique. Alors, même chose, à gauche, Sarah Wagenknecht plaide également pour une sortie, elle au moins, de l'OTAN, et pour une coopération germano-russe et germano-chinoise. Ce n'est pas nouveau, et ça, le livre de Bush le souligne très bien. Il analyse dans son livre, jour après jour, quelles ont été les positions allemandes qui n'étaient pas du tout des positions pro-occidentales. Donc, à l'époque, la SPD de Brandt avait démarré déjà au début des années 70, en 69, 70, 71, une fameuse Ostpolitik qui était une politique d'apaisement avec le Comecon, avec le pacte de Varsovie, tandis que la CDU, c'est avec surtout le leader charismatique de la droite chrétienne-démocrate bavaroise, Strauss, Joseph Strauss, pariait pour la Fernostpolitik, pour une politique avec la Chine. Donc les socialistes se rendaient à Moscou, et les démocrates chrétiens se rendaient en Chine. Et alors, les démocrates chrétiens se disaient, ben oui, on se rend en Chine, évidemment, pour faire des affaires, pour développer l'industrie allemande, puisque Volkswagen vend maintenant, à l'heure actuelle, dans une Chine, dans la Chine actuelle, des millions de voitures. Eh bien, ce n'est pas nouveau. C'était déjà le cas dans l'année 79. Alors, il ajoute, Bush, et ça c'est important, le dénouement de la crise des otages en Iran, ce sont les diplomates allemands, c'est l'ambassade de la République fédérale qui a réglé la solution à l'amiable entre les Iraniens et les Américains. Alors, aujourd'hui, effectivement, on voit que pour la défense du gazoduc de la Baltique, eh bien, c'est Schröder, le socialiste, l'ancien chancelier socialiste, qui est président de la commission, qui doit diriger et les travaux et qui dirigera l'aménagement du gaz de Gazprom vers l'Europe centrale. Et aujourd'hui, il y a donc, et c'est très clair, tous les livres sont ici derrière moi, il y a deux filons hostiles à l'atlantisme, le filon pro-russe, généralement plutôt socialiste, et le filon pro-chinois, qui est, lui, généralement démocrate chrétien dans une tradition. Et ça, c'est intéressant, et vous le lirez dans mon étude, dans le 2e volume de ma révolution conservatrice, c'est qu'on retourne à l'idéologie nationale révolutionnaire des années 20 et 30, avant l'avènement du national-socialisme, où les Allemands souhaitaient l'avènement d'une triade germano-soviéto-chinoise, avec pour acteurs principaux, le Kuomintang en Chine, le Parti communiste en Union soviétique et un parti qui devait émerger, un parti national révolutionnaire qui devait émerger et qui n'a jamais émergé en Allemagne. Alors, pour conclure, nous sommes le 12 décembre, quelques jours après, le Politburo décide d'intervenir en Afghanistan, enclenchant une guerre qui est toujours d'actualité, puisque bon, même les Américains parlent maintenant de se retirer d'Iran et de laisser le merdier de se retirer d'Afghanistan. Les Chinois ou les Pakistanais ou les Iraniens, qu'il y ait un foyer de turbulence. Oui, tu voulais dire, Pierre? Non, c'était Afghanistan, pas Iran. Oui, Iran, de se retirer d'Afghanistan. Oui. Donc, le Politburo décide d'intervenir en Afghanistan, donc ce n'est pas fini. Et alors, Brzezinski, ça c'est bien connu, va demander au Pentagone de soutenir les Moudjahidines contre les Soviétiques. Mais il faut savoir, et ça ce n'est pas dit dans les médias occidentaux, c'est que Brzezinski avait commencé à soutenir les Moudjahidines contre le gouvernement afghan bien avant l'intervention soviétique. Bien, alors pourquoi le Politburo décide cette politique qui s'avérera
très négative pour l'Union soviétique et participera à son implosion. C'est une crainte de contagion en Asie centrale, puisque le programme de Brzezinski à l'époque était de soutenir toutes les républiques musulmanes contre Moscou. Et voilà. Aujourd'hui, c'est très récent, j'ai publié hier ou avant-hier un article qui émerge des sites russes kateron.com et geopolitica.ru, c'est que la Russie va soutenir le développement au Pakistan du Pakistan Stream, donc le gazoduc qui va mener à l'océan Indien. Et la Chine vient de lancer un avertissement en disant oui, mais ce retrait des troupes de l'OTAN de l'Afghanistan va créer une guerre civile qui sera insurmontable et le bordel sera non plus géré par l'Occident, mais par les voisins qui en auront toutes les répercussions. Alors on a vu, maintenant je termine, on a vu chacun de ces phénomènes peut être examiné en soi parce que ce sont des problèmes absolument importants qui se déroulent maintenant sur une période d'une quarantaine d'années, de 42 ans. Ça fait 42 ans que tous ces phénomènes influencent de manière absolument déterminante toute la géopolitique de la planète. Donc, on a vu, donc, c'est ce qu'on vient de voir. Et il y a eu aussi quelques petits phénomènes connexes, oubliés, qui sont quand même importants à signaler. Ce sont des phénomènes moins spectaculaires, mais on a déjà, il y a probablement beaucoup d'antécédents, mais on a déjà les phénomènes de regime change, de changement de régime. Avant la lettre, Bokassa disparaît en République centrafricaine, Idi Amin Dada disparaît en Ouganda, et Pol Pot disparaît au Cambodge. Et le Cambodge, là, je m'en souviens quand même, il y avait, je ne sais plus qui était venu parler à l'université, je crois que c'était Girard, et il y avait, son nom m'échappe maintenant, alors que j'ai ces 2 volumes sur la religion, c'était à l'époque une espèce de catalogue des nouveaux phénomènes religieux, un professeur qui était chanoine à l'UCL, je ne sais plus qui il avait soutenu, mais il se faisait engueuler, il commençait à s'engueuler, à se traiter de nom d'oiseau à la fin de la conférence de ce brave Girard. C'est la rupture entre les gauches. Il y avait les pol-potistes, c'est-à-dire les anciens maoïstes, parce que la Chine et les États-Unis soutenaient Pol Pot, et que le Vietnam était soutenu par l'Union soviétique, à la fois contre la Chine et contre le Cambodge. Donc, c'est la rupture des gauches qui avait déjà démarré en 72, puisque là s'opposaient ce qu'on appelait à Bruxelles les mousquetaires et les Pékinois. Donc les partisans de Moscou et les partisans les maoïstes, en fait, partisans de la Chine. Alors, ça date évidemment de 72, comme je l'ai dit, quand Nixon a rencontré Mao et qu'une diplomatie s'est mise en place, à partir on avait choisi de faire jouer les équipes de ping-pong chinoises contre l'équipe de tennis de table américaine. Bien. Donc, et là, je terminerai en disant qu'il serait peut-être bon de relire sur ce chapitre et pour avoir une perspective dite réaliste, parce que les Américains ne parient pas seulement sur un espèce d'irréalisme idéologique, comme on le voit dans la cancel culture, mais derrière, il y a aussi un pragmatisme qui était celui de Kissinger, d'ailleurs, qui vit toujours, et son ouvrage sur la Chine a, je crois, été réédité, mais je ne sais plus si c'est en français ou en allemand. De toute façon, moi, je l'ai en français. Je crois que c'est Fayard qui avait publié ça. Son ouvrage sur la Chine qui reste absolument fondamental, et il est relativement hostile à la guerre, à une guerre potentielle entre les États-Unis et la Chine. D'abord, là, il vise davantage l'ex-Union soviétique, il vise davantage la Fédération de Russie dans ce cas. Alors, bon, c'est donc le début des regime change qu'on va essayer. On va essayer la formule à plusieurs reprises. Contre Assad, ça a raté, il vient d'être réélu président de la Syrie. Contre Kadhafi,
ça a réussi, mais quel gâchis en Libye, aux portes de l'Italie, aux portes de la Sicile. Où BHL, évidemment, Bernard-Henri Lévy, joue un rôle déterminant qui a excité les mentalités et s'est posé comme le conseiller de Sarkozy dans ce gâchis effroyable. On l'a essayé contre Morales, mais là, c'est partiellement raté, puisque le parti de Morales a repris le pouvoir en Bolivie. On l'a essayé avec Maduro, c'est raté, mais il y a une misère noire qui s'est abattue sur le Venezuela. Et au Brésil également, on a mis Bolsonaro en place pour éliminer Rousseff et les autres qui faisaient en sorte que le Brésil adhère aux BRICS. Alors, deux dernières choses qui sont quand même importantes pour l'année 1979 et qui ont encore des répercussions aujourd'hui, c'est en 1979, nous avons la première conférence internationale sur le climat qui va évoquer la grande tarte à la crème de l'heure actuelle, le réchauffement climatique avec Greta Thunberg, etc. Ça commence également en 1979. Et enfin, il y a les élections européennes et l'émergence du système monétaire européen qui, à terme, donnera l'Europe qui est contestée par les souverainistes, mais qui est plutôt contestée à une plus grande échelle en Allemagne qu'en France. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur cet ouvrage. Comme vous le voyez, peut donner lieu à un séminaire qui durerait 2 ans dans nos universités d'été et dans des séminaires qui pourraient se tenir dans différentes villes de France, de Navarre, mais aussi d'Italie ou d'ailleurs. Mais voilà, l'année 1979 est effectivement l'année charnière où toutes les nuisances idéologiques de notre époque où nous vivons, où nous sommes devenus des sexagénaires valétudinaires et cacochines, et bien donc ces phénomènes sont nés en 1979, et vous avez vu le nombre impressionnant de phénomènes qui ont émergé à cette époque-là. Donc voilà, je vais vous remercier. Et c'est moi qui te remercie, Robert. On va conclure l'émission ici. Et j'encourage bien entendu nos auditeurs, s'ils le veulent, de commenter et de dire ce qu'ils pensent des thèmes que tu as soulevés sur cette année charnière qui est 1979. Merci, au revoir. Salut, au revoir. Bonsoir, je suis Gilbert Dawed des éditions Avatar. Bienvenue à la deuxième émission de Coup de gueule de Nicolas Bonal. Aujourd'hui, Nicolas va nous parler des nonagénaires génocidaires. Dis-moi, Nicolas, est-ce que tu n'aimes pas les vieux ou c'est une observation factuelle que tu as faite? En fait, les vieux ont pris le pouvoir et les vieux n'ont jamais été très populaires dans le passé. Et en ce moment, on a tendance à l'oublier. Et toi et moi, on a été élevés à une époque où on encensait la jeunesse, et puis la jeunesse est devenue très secondaire. Les fonds de pension ont pris le pouvoir dans les années 90, et on s'est retrouvés dominés par des gens qui aujourd'hui ont 80, 90 ans, 100 ans des fois, on va en parler dans quelques secondes, ou 75 ans, et qui veulent dépeupler la planète, imposer des recettes et tout modifier. Donc, j'ai décidé de pousser un coup de gueule contre les vieux. Évidemment, pas tous, les pauvres. Hein. Il y en a beaucoup qui souffrent beaucoup, qui n'ont pas d'argent. Mais il y en a qui exagèrent. C'est ça que j'ai envie de dire. Et je disais à l'instant que dans le passé, ils n'étaient pas forcément populaires. Et je vais le prouver. On a les grandes pièces de Molière. On a les personnages comme Harpagon, qui est l'homme de l'argent. On a les personnages comme Géronte, qui est l'homme d'une certaine bêtise, d'un certain gâtisme, mais aussi un dominateur de la jeunesse qui veut empêcher les filles ou les garçons de se marier avec ceux qu'ils veulent. On a le Scrooge de Dickens, qui est un personnage très célèbre et qui aussi incarne cette avarice qui est confondue avec la vieillesse. Je rappelle d'ailleurs que dans les tableaux de la Renaissance, dans les tableaux de Cranach, la luxure est confondue avec une femme très vieille et non pas avec une jeune. Et on a par exemple Gobseck, qui annonce aussi assez bien la France d'aujourd'hui, la France dominée par la banque
de Macron, la France dominée par les Français les plus riches du monde qui n'arrêtent pas d'enfler leur fortune d'une manière complètement cocasse. On a Pinault qui a 85 ans, on a Bernard Arnault qui a presque 80 ans, on a les frères Wertheimer qui ont entre 75 et 80 ans qui sont même plus milliardaires en euros, il faut dire décennaires en milliards. On en est arrivé là en France. Le mec a 40, 50, 60 milliards d'euros, c'est-à-dire 300 milliards de francs quand même. Hein. Moi, quand on avait 20 ans tous les deux, un milliardaire en France, ça nous faisait rêver. Aujourd'hui, c'est un 300e de la fortune de Bernard Arnault. Et on a aussi cette phrase que j'aime beaucoup de La Rochefoucauld, j'espère que je vais m'en souvenir, les vieillards se targuent de nous donner de bons préceptes parce qu'ils ne sont plus en état de montrer le mauvais exemple. Et comme on arrive dans une société, essentiellement la société blanche occidentale, qui devient assez dégénérée, qui devient assez dangereuse et qui devient assez vieille, on se rend compte que ces gens qui donnent de bons préceptes, comme le grand recette, comme les économies un peu folles d'énergie, comme la confiscation à peu près de toutes nos libertés, et comme la volonté de contrôler les jeunes, les partis politiques d'opposition et même la vie sexuelle, ces vieux-là, donc, ont pris un pouvoir qui devient exorbitant. Et c'est une chose qu'on ne peut pas trop dire, parce que, évidemment, ce n'est pas politiquement correct. Dans les années 70, 80 ou 60, dans notre enfance, c'était la jeunesse, le blue jean, la révolution sexuelle, tout ce côté Fellini-Roma, Fellini de la liberté, les films de mon ami Barbet Schroeder qui traversaient le monde. Tout ça, c'est terminé. Tout ça, c'est terminé. Les fonds de pension, comme je disais, ont pris le pouvoir totalement dans les années 90. Ils contrôlent totalement le CAC 40. Ils contrôlent le discours politique. Ils contrôlent le discours médiatique. Et les gens doivent aujourd'hui s'asseoir, se soumettre à un discours qui a été concocté, on en a déjà parlé, toi et moi, dans les années 70, avec le Club de Rome d'Aurelio Peccei, avec Kissinger et sa doctrine de dépopulation de l'Afrique, avec les conseillers de Nixon, avec les conseillers de la trilatérale comme Brzezinski qui vient de mourir, et qui, lui, a espéré pouvoir contenir l'alliance russo-chinoise. Ils ont complètement échoué là-dessus, c'est un autre problème et un autre débat. Mais on a donc ces gens qui aujourd'hui ont 80, 90 ans, ou les anciens 68ards qui aujourd'hui ont 80 ans et qui ont pris le pouvoir quasiment en 68 ou en 80 après Mitterrand, et qui aujourd'hui veulent imposer un agenda de plus en plus sinistre. Et le débat, donc, enfin, le coup de gueule plutôt, porte sur ces gens-là. Je pense que c'est un autre personnage mythologique dont on a parlé avec ma femme dans le livre qu'on a écrit sur le cinéma slave et le cinéma païen, c'est Koschei. Koschei, c'est une espèce de vieille entité du panthéon slave, qui est une espèce de monstre très vieux, très plissé, qui vit dans un monde reculé, qui est plein de trésors, un peu comme le dieu Pluton, et qui vient de temps en temps s'emparer un peu de la jeunesse. On pense d'ailleurs à l'île d'Epstein avec tous les milliardaires qui s'y ruent, y compris Bill Gates, qui a 66 ans, donc un peu plus jeune que les autres, même nettement plus jeune que les autres, mais qui fait 2 fois son âge. Donc ça, c'est un autre problème. Donc, cette dictature sanitaire qu'on est en train de vivre est liée aussi à une espèce de dictature gérontologique qui montre que la société occidentale a peur de tout, a peur du futur, a peur de la Chine, a peur de la Russie, a peur du tiers-monde, a peur des jeunes, a peur de l'islam, a peur de n'importe quoi. Elle est fondée essentiellement sur la peur et elle n'a qu'une seule préoccupation, c'est gâcher la vie de la jeunesse. Il y a un démographe américain que traduit souvent mon ami Hervé sur le Sacre francophone, c'est Hamilton. Il parle d'un effondrement de la natalité aux États-Unis et de l'impossibilité pour les jeunes aujourd'hui d'avoir une vie, même pas comme leurs parents, mais comme leurs grands-parents. On en est arrivé qu'on a un niveau de vie plus bas que dans les années 50 ou 60. Un autre problème qui est lié à la vieillesse, c'est l'écroulement du système. Une espèce d'écroulement technologique. Là encore, je vais citer ma femme qui est en train de terminer le livre sur Philippe Cadic. Philippe Cadic décrit un univers décati, on le voit très bien dans Blade Runner, un univers décati, un univers déglingué, et cet univers qu'on veut nous imposer aujourd'hui un peu plus. Alors, d'un côté, il y a cette espèce de vieillissement général des structures, y compris de notre démographie, et de l'autre, il y a cette accélération de l'entropie par l'usage intempestif de la technologie. La technologie était là pour nous dépanner ou pour nous permettre de communiquer. Maintenant, c'est fini. La technologie n'a qu'un seul but, c'est de nous contrôler. On veut que le gars soit avec son smartphone du soir au matin à se coller des codes QR dans le cul. Et comme ça, on saura toujours où il est allé. Et ça fait également penser à tous ces agendas de vieux ou de vieilles grand-mères, comme disait Nietzsche déjà dans le Zarathustra, qui montrent que
on va vers une société de vieillissement où on veut toujours plus de contrôle. Où est-ce que tu as été? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'es vacciné? Est-ce que tu t'es revacciné? Est-ce que tu as fait ton rappel? Sinon, tu ne pourras pas aller au concert. Donc, il me semble qu'au lieu d'accuser comme on ferait les enfants, au lieu d'accuser les femmes, au lieu de ci, au lieu de ça, il faudrait mieux de voir la démographie telle qu'elle est. La démographie, c'est le vieillissement général de la population. Là, on est tous d'accord et elle nous concerne tous. Et puis, il y a cette espèce d'exagération de la dictature gérontologique qui est marquée par le culte de l'argent, le culte de la peur, le culte du principe de précaution qu'on nous a imposé aussi au cours des années 90. Qu'est-ce que ça veut dire, ce principe de précaution? Sinon que tu n'as plus le droit de rien faire dehors, puisqu'il y a un risque, par exemple, d'être effleuré par un brin d'herbe ou d'être aboyé par un chien, ou tu peux avoir un petit risque, etc. Donc, on va progressivement arrêter de vivre à cause de ça. Et ça me paraît important de faire le coup de gueule aujourd'hui là-dessus, d'autant qu'on a toute une galerie de personnages extrêmement populaires, je ne vais même pas les inventer, dont on va parler tout de suite avec toi, tout un tas donc de personnages qui occupent les écrans depuis des dizaines d'années, avec les classements d'ailleurs des plus riches du monde ou des plus riches de chaque pays, qui sont des classements débiles imposés par la presse économique depuis les années 90 aussi. Ça me paraît important donc, de pousser le coup de gueule là-dessus. Surtout que les gens qui ont la vie gâchée, bon, c'est les gens d'ailleurs que j'ai beaucoup parmi mes lecteurs, qui ont la quarantaine, qui n'ont même pas pu profiter, comme moi j'ai pu profiter de la vie ou toi dans les années 80-90 parce qu'ils étaient trop jeunes. Depuis les années 2000, c'est devenu trop cher ou trop compliqué. Et puis il y a les générations Z, les générations élevées au smartphone qui, elles, ont une vie d'esclaves, ont une vie de techno-motorisés, de techno-téléguidés, de techno-automates et vont avoir un développement personnel complètement nul. Et tout ça, moi, je dis que quand même, la responsabilité, elle incombe à ces gens qui ont aujourd'hui 80-90 ans, qui dirigent les agendas depuis Davos avec Klaus Schwab, qui a 85 ans quand même, qui dirigent les agendas avec la reine d'Angleterre, qui a 95 ans et qui demandait déjà qu'on sépare les enfants des adultes au moment, l'an dernier, de l'éclosion de cette histoire de Covid, ou d'épidémie. Enfin, c'est à peu près la même chose. Une épidémie, ça n'est qu'un récit, finalement. Et progressivement, on a cette espèce de réduction de l'humanité, de la planète, alors peut-être même pas en prison ou en cellule, mais en EHPAD. La planète va devenir un vaste EHPAD avec un contrôle des plus riches, les plus vieux et les plus riches prennent le contrôle du monde et le contrôle. Voilà l'idée générale. Justement, donc, tu as mentionné les années 68, les années 60, mais à l'époque, c'était des années avec l'hymne à la jeunesse. Quelle est cette contradiction que ces anciens jeunes, maintenant, font exactement le contraire? Et à l'époque, si tu te rappelles, on critiquait les dirigeants chinois en disant qu'ils étaient octogénaires. Et maintenant, nos dirigeants sont plus vieux que les dirigeants chinois. Nos dirigeants sont octogénaires, même quand ils sautent une étape et qu'ils s'appuient sur les petits-enfants, j'allais dire, type Macron en France ou Sanchez en Espagne. Les gars utilisent des gens de 30 ans ou de 40 ans, ou la folle qui est au pouvoir en Finlande, pour écraser un petit peu plus la maréchaussée. Alors, par rapport aux années 60-70, il faut être plus précis. Il y a une décennie sympathique, qui est celle des années 60, si on veut. C'est la décennie qui fait exploser les canons de la société bourgeoise traditionnelle, entre guillemets, qui datait du 19e siècle, avec le sérieux en matière sexuelle, le sérieux en matière professionnelle, et aussi avec un certain respect des codes, etc. Tout ça a été un petit peu volatilisé dans les années 60, mais pas tant que ça, on le verra. Et dans les années 70, c'est différent. Dans les années 70, on a Monsieur Fauci qui a 40 ans, Monsieur Gates qui a 25 ans, Monsieur Schwab qui a 40 ans, Monsieur Biden, Joseph Biden, qui est aujourd'hui président des États-Unis à 80 ans, qui a 40 ans. On a Rothschild, Jacob, on a Kissinger qui a 50 ans, on a Brzezinski qui a 50 ans qui vient juste de mourir, On a Attali qui a 30 ans qui est déjà le conseiller de Mitterrand et qui écrit tout un tas d'horreurs sur le futur qui nous attend. On a Cohn-Bendit qui est fatigué de faire le con sur la barricade et qui commence à faire, je me souviens, à Europe 1, commentateur football. Et puis, on a donc la reine d'Angleterre, le prince Charles, etc., qui mettent en place, parce que ce sont des grands chasseurs, et j'insiste sur ce plan, ce sont des grands chasseurs, et comme on sait, les chasseurs aiment dépeupler, parce qu'ils aiment des terrains de chasse. Alors, on aimerait dépeupler l'Afrique, on a su dépeupler l'Écosse, on a su dépeupler au 19e siècle, j'en ai parlé dans plusieurs articles basés sur Karl Marx,
on a su dépeupler le Pays de Galles, par exemple. On a su dépeupler pas mal de zones de l'Irlande où tu as vécu, puisque l'Irlande a perdu la moitié de sa population au 19e siècle avec la grande famine qui a été provoquée par la politique aberrante de Londres. Et on se retrouve progressivement avec ces gens-là qui, dès les années 70, mettent fin à la récréation. C'est ça que je voulais dire. On a un côté récréatif dans les années 60. Il y a du pour, il y a du contre. On ne va pas se lancer là-dessus. Hein. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même du pour. Il n'y a pas que du contre. Le côté France coincée 1930, etc., c'est pas non plus trop ma tasse de thé. Je pense qu'on est d'accord sur ça. Oui, dans les années 70, on a les agendas de dystopie, mon cher Gilbert, qui se mettent en place. Et ils sont mis en place par les gens qui sont toujours au pouvoir. C'est ça qui est embêtant. On a la reine d'Angleterre, on a le prince Philippe qui vient de crever et qui disait que l'homme était un virus qu'il fallait éliminer de la Terre. On a le prince Charles, on a Brzezinski, on a Rothschild, on a Rockefeller qui vient de mourir et qui avait 60 ans à l'époque et qui fabrique son mondialisme avec la trilatérale et les Bilderberg, enfin surtout avec la trilatérale dans les années 70. On a Attali qui commence à délirer à la télé et aujourd'hui, ces gens-là, 40 ans plus tard, avec l'histoire du Covid, arrivent à nous enfoncer un peu plus et à nous balancer un peu plus dans le monde dont ils rêvaient dans les années 70. Les années 70, on en a parlé, c'est THX 1138, c'est Soleil Vert, c'est Rollerball, c'est tout un tas de films de dystopie qui veulent imposer une dictature en promettant aux gens, sinon, un agenda catastrophique. Moi, je regrette, 40 ans plus tard, je ne trouve pas que la société se soit effondrée tant que ça. Je ne trouve pas qu'on soit allé dans la dystopie. Par contre, ils ont décidé de l'accélérer et de la créer avec cette histoire avec cette histoire de Covid. Et alors, c'est pour ça que je dis nonagénaires, génocidaires. Ils sont nonagénaires parce qu'ils ont 90 ans et ils sont génocidaires parce qu'en effet, ils trouvent qu'il y a trop de gens sur Terre. Alors, je ne sais pas comment ils vont nous liquider. Est-ce qu'ils vont y arriver avec des guerres? Ils parlent tout le temps de guerre avec la Russie et la Chine, mais peut-être que pas. Peut-être que ça aussi, c'est un écran de fumée. Est-ce qu'ils vont y arriver avec les vaccins? Pour l'instant, les vaccins, il faut le reconnaître, comme dirait Léon Blois, le petit nombre des victimes tempère ma joie. Les vaccins n'ont tué personne ou presque. 10 000 personnes sur 1,5 milliard de vaccinés, c'est quand même pas grand-chose. Alors là, en ce moment, à cause de mon lecteur, ou grâce à mon lecteur Alexandre Karadimas, qui est très savant, et à un blog que je viens de découvrir de Patrick Raymond, que je recommande, qui s'appelle La Chute, Overblog, eux disent que, en fait, le recette est un écran de fumée. Derrière, ce qui se passe, c'est qu'on est tout nu et qu'on va vers un effondrement total des ressources naturelles et des sources d'énergie. Donc, à ce moment-là, 40% en moins de population terrestre d'ici 20 ou 30 ans, surtout chez les gens qui, comme nous, consommons beaucoup d'énergie. À ce moment-là, les espèces d'élites bidons de nonagénaires que j'accuse depuis tout à l'heure auront un rôle moins important à jouer que celui qui est simplement prévu par la nature. C'est-à-dire, il est impossible de continuer de vivre en consommant autant d'énergie. Ces nonagénaires ne veulent pas crever, mais ils veulent tuer les autres. Mais quid de la jeunesse d'aujourd'hui? Alors moi, le drame pour moi, c'est en effet le jeune d'aujourd'hui. Moi, par exemple, on en a parlé une fois avec Lucien Cerise. Il me parlait de ces chambres de bonne. On a tous connu les chambres de bonne. Jusqu'à 30 ans, facilement, on connaissait les chambres de bonne et même après. Et aujourd'hui, ils n'ont même pas les chambres de bonne parce que la chambre de bonne, ça valait 600 francs à Paris. Aujourd'hui, ça vaut 600 ou 800 euros. J'ai un copain qui a 60 ans qui vit dans un 7 mètres carrés à 600 euros par mois à Neuilly. Donc, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas accuser les vieux. C'est évidemment les riches et les pauvres. Et malheureusement, cette dialectique repose aujourd'hui essentiellement sur une opposition vieux et jeunes, puisque les jeunes, on ne leur donne plus les moyens de s'en sortir. Et on les invite, comme dirait ce bon vieux Malthus, à partir. Quand Malthus dit dans son fameux essai sur la population, ou plutôt sur la dépopulation, que le pauvre est de trop au banquet de la nature et qu'il faut qu'il s'en aille, il a résumé assez bien la philosophie de nos élites. Et on voit bien aussi chez Macron qu'il y a une indifférence totale au sort des pauvres. Et aujourd'hui, avoir une indifférence totale au sort éprouver une indifférence totale par rapport au sort des pauvres, c'est éprouver une indifférence au sort des jeunes. Mais malheureusement pour les jeunes, on les tient par le smartphone. Là, hier, je suis tombé sur un document YouTube de Birnbaum, Monsieur Birnbaum, j'ai oublié son prénom, qui a écrit un petit essai contre le smartphone. Et en effet, tu vois ces jeunes dans le métro à Paris, dans le métro à Londres, dans le métro à Rome, je ne sais où, à New York et tout,
ils ont rien, ils sont très mal payés, ils ont fait des études en général pour rien, on les ruine pour les études. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'arrivait pas avant. Avant, les études étaient gratuites. Maintenant, tu payes 30 ou 40 000 euros par an pour faire des études. Ma sœur m'a même parlé de MBA à 80 000 euros pour aux États-Unis. Enfin, ça devient… C'est visible dans les pays anglo-saxons ou en Irlande où les jeunes doivent prendre des prêts pour pouvoir étudier. Oui, oui. Et alors, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que tu peux te retrouver millionnaire en étant directeur d'université maintenant. Ça, c'était pas le cas avant. Maintenant, un gars qui est haut fonctionnaire aux États-Unis gagne 200 ou 300 000 ou 400 000 euros par an. En France, c'est pareil maintenant. En France, c'est pareil. Et pour les directeurs d'université, le gars se fait payer facilement un demi-million de dollars par an. C'est tout à fait scandaleux, mais c'est devenu comme ça. Et en amont, le petit gars trime et, comme tu dis, t'endette et ses parents s'endettent pour lui payer des études qui, en général, ne servent plus à rien. On a eu l'excellent exemple avec Descoings. Descoings a fait scandale à Sciences Po. Bon, pour tout un tas de raisons, on ne va pas revenir dessus. 500 000 euros par an, il se faisait payer quand même. Descoings. Il s'est fait augmenter le salaire à un moment donné de 350 000 à 500 000 euros. Et l'histoire m'amuse parce que j'ai été à Sciences Po et j'étais à Sciences Po avec la fille qui a écrit le livre sur Descoings, qui est journaliste au Monde, Raphaël Baquet. Et elle a écrit ce livre et j'ai trouvé dire qu'il n'était pas très favorable à Descoings, hein, en toute honnêteté. Et on a bien vu donc cette espèce de passage aux études creuses, aux études fonds de pension américains avec responsabilisation sur les histoires de droits de l'homme, de LGBTQ, de woke et d'écologie. Donc, effondrement intellectuel et qualitatif. Et en même temps, on a multiplié par 10 le coût des études ou par 20. C'est extraordinaire, mais c'est comme ça. Alors ça, c'est pas directement lié à nos nonagénaires génocidaires, mais c'est allé avec. Parce que les fonds de pension, comme par hasard, sont devenus très humanitaires. Marx en parle déjà. D'ailleurs, il se moque des riches anglais philanthropes. Et la philanthropie est devenue, pour les gens riches et vieux, le meilleur moyen, un, de garder son pognon, deux, d'emmerder la planète. Et ils réussissent très bien, d'ailleurs, comme on a vu avec la oui, oui, ça, il faut quand même arrêter. On a donc tout un tas de personnages qui vieillissent, qui restent, qui ne veulent pas partir. On ne va pas parler de Soros et de son agenda de société ouverte dont on parle régulièrement et très bien d'ailleurs mon ami Plaquevent. On a donc ces gens qui progressent, qui ne partent pas, où il faut qu'ils arrivent à 100 ans ou 105 ans et qu'ils meurent comme Rockefeller ou comme Brzezinski pour dégager, mais ils continuent toujours de donner les orientations à cette planète. Alors évidemment, après, le fond du problème, c'est comment s'en débarrasser ou jusqu'où ça peut aller. Est-ce que ça peut aller vers… Alors, pour nous, ce n'est pas marrant, ça va aller vers de plus en plus de contrôle, c'est assez clair. Ils vont utiliser la technologie pour nous contrôler de plus en plus. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est de se débarrasser de leur smartphone, parce que le smartphone, c'est l'outil du système maintenant. C'est le moyen de savoir où tu es, le moyen de savoir ce que tu consommes, le moyen de savoir ce que tu penses, et il te contrôle. Se déconnecter le plus possible par rapport à Internet et ne garder que le minimum essentiel, c'est ce que je fais, moi, avec mon épouse. Et enfin, le smartphone devient le moyen maintenant de t'extraire l'argent parce qu'ils vont annuler le cash et ils vont créer la société dont ils rêvaient déjà dans les années 70, dans tous les agendas dystopiques qui sont venus dans cette décennie tarée, parce qu'il faut bien dire qu'elle était sacrément tarée des années 70, y compris la lutte contre le terrorisme, ça date des années 70. Donc, on invente une notion comme le terrorisme à partir de laquelle on terrorise la planète par les médias et on impose toute une série d'agendas de plus en plus autoritaires, on ne citera pas les pays, n'est-ce pas, qui limitent complètement la liberté des individus. Et comme de cela, c'est les doigts de pied en éventail. Ça, c'est l'idée de mon ami Alexandre qui me paraît très bonne, de résumer finalement l'agenda de ces vieux, la pénurie d'un côté, on va vous donner de moins en moins, vous n'aurez rien, moi je serai avec mes 100 milliards de dollars ou avec mes 200 milliards de dollars, toi tu auras 1 000 euros après 10 ans d'études et 1 million d'euros de coût de ces études, enfin 1 million peut-être pas mais 100 000, et de l'autre côté le contrôle par la technologie, le contrôle par Internet. Et là, on retrouve les agendas déjà décrits par Georges Lucas, THX 1138, avec l'individu qui a son code barre dans l'oreille et qui est puce RFID et qui a déjà son aliénation via la technologie et la pauvreté fermement assise sur cette bonne vieille planète Terre. Précisons pour nos auditeurs qui sont pas peut-être qui sont francophones mais qui ne vivent pas en France, ce n'est pas du complotisme vu que le pass non, c'est ce que j'appelle la théorie de la constatation. C'est la théorie de la constatation. Voilà, le pass sanitaire en France est déjà passé sur les smartphones.
Oui, 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 oui. Donc, Moi, je ne bouge plus de mon bled. L'idée qu'il faut voyager avec un pass sanitaire me fait horreur. Donc voilà, l'idée d'avoir le vaccin, je n'en veux pas. L'idée d'avoir un, un contrôle QR pour entrer dans un endroit me fait horreur. Donc, je suis moi-même victime déjà de cet apartheid voulu par les vieux pour contrôler les populations. Et en effet, cette idée de pénurie et de contrôle me paraît très bien être représentée dans les pièces de Molière. Le père est à la fois très vieux, il a plutôt l'âge d'un grand-père ou d'un arrière-grand-père par rapport à l'enfant d'ailleurs. Le père est très vieux, très radin et il adore contrôler. Donc, il utilise un peu d'argent pour contrôler toute cette brave jeunesse qui veut lui échapper. Il y avait Nicolas, des agendas déjà qui étaient en place dans la France du XVIIe siècle. Hein. Ce n'est pas pour rien, comme dit-elle, que c'est le pays des bourgeois, la France. Hein. Nicolas, franchement, pour moi, un commerçant qui me demande mon QR code, pour moi, il peut faire faillite. Alors, je ne rentrerai pas. Mais d'accord. la parole de la fin, Nicolas. Oui, ben la parole de la fin, c'est qu'il va falloir qu'on fasse une émission qui ne sera pas une émission vraiment coup de gueule, mais une émission solution, comme ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut résister à ces vieux grincheux bourrés de fric qui veulent une planète qui leur convienne à 90 ans et pas à 30? J'ai un lecteur, je l'ai mis sur mon blog, qui a écrit Nicolas Bonal, wordpress.com. J'ai un lecteur qui a écrit un très beau texte là-dessus, sur cette histoire de vieillesse qui cherche le contrôle, qui cherche les révolutions, et notamment les révolutions industrielles. Il dit, c'est un paradoxe en fait, il dit que la jeunesse est plutôt souple, elle est plutôt souriante, elle est plutôt adaptée, elle est moins rebelle que ce qu'on dit. C'est les vieux, c'est les usuriers qui ont poussé à la création de l'État moderne pour pouvoir contrôler les dettes. Ce sont les vieux, ce sont les usuriers qui ont poussé à la Révolution française. On commence enfin à savoir ce qui s'est passé là-dessus. Et ce sont les vieux et ce sont les usuriers avec les fonds de pension et le reste qui ont créé, avec BlackRock qui domine 8 000 milliards actuellement là, de M. Fink, qui a aussi gaillardement ses 70 ans. Donc, ce sont ces vieux et ces usuriers qui ont créé l'État mondialiste qui va nous priver de toutes nos libertés. Donc, il faut réfléchir à partir de ça et à partir de ça, arriver à motiver dans la jeunesse un désir de renaître ou de survivre et pas un désir de se soumettre comme tous les imbéciles qui sont allés au concert Indochine. Bon, ouais. Vu qu'on parle de solutions, j'invite nos auditeurs à commenter et à nous dire ce qu'ils pensent et s'ils ont des solutions, quelles sont leurs solutions. Je te remercie et bonne soirée. Au revoir, à la semaine prochaine. À bientôt.